Chassée de chez elle à 20 ans, il ne lui restait qu'une simple pièce d'1 euro. Sans nulle part où aller, elle a pris une décision folle. Acheter une chapelle en ruine, perdue au fond d'une forêt sombre. Ses portes étaient condamnées depuis un demi-siècle. Mais ce que tout le monde ignorait, c'est que derrière le lourd autel en pierre dormait un secret incroyable, scellé depuis 50 ans, une découverte inattendue qui allait bouleverser son destin à tout jamais. Restez avec nous jusqu'à la toute fin de ce récit pour découvrir ce qui s'y cachait véritablement. Avant de poursuivre notre voyage, prenez un court instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Dites-nous également dans les commentaires depuis quelle région ou quel pays vous nous regardez aujourd'hui. C'est toujours un immense privilège pour nous de découvrir jusqu'où voyagent nos histoires à travers le monde. Elle avait 20 ans et on venait de la mettre à la porte. Il n'y eut ni éclat de voix, ni porte claquée, ni scène déchirante dans l'embrasure de l'entrée. Rien qu'une simple enveloppe blanche, silencieusement glissée sous le battant de sa chambre au petit matin, et une clé que l'on attendait de voir posée, en évidence, sur le comptoir de la cuisine avant la tombée de la nuit. C'était une expulsion d'une froideur polie, d'une courtoisie presque clinique qui ne laissait aucune place à la négociation ni aux effusions de sentiments. Avec 1 euro symbolique en poche, une somme dérisoire qui témoignait de l'ironie cruelle de sa situation, et un billet de caralé simple acheté avec ses ultimes économies, elle fit l'acquisition d'une chapelle oubliée. Ce sanctuaire était englouti par les denses forêts du Livradois-Forêt, au cœur d'une Auvergne sauvage, austère et profondément silencieuse. La commune avait cessé d'entretenir le sentier depuis des décennies. La nature, souveraine et implacable, avait patiemment repris ses droits, avalant la chaussée sous un épais manteau de fougères, de ronces et de mousse humide. Plus personne n'avait fait grincer les lourdes portes en chêne massif de cet édifice depuis la fin des années 70. Mais ce que le monde entier ignorait, ce que les registres notariaux les plus pointilleux ne mentionnaient nulle part, c'était que derrière l'autel de cette petite chapelle bâtie en pierre volcanique, dans un compartiment méticuleusement scellé depuis un demi-siècle, dormait un secret qui allait irrévocablement bouleverser le cours de son existence. Élise avait toujours été une enfant, puis une jeune femme, d'une nature intensément silencieuse. Il serait foncièrement inexact de la qualifier de timide. La timidité suppose une forme d'anxiété, une appréhension du regard de l'autre ou un désir désespéré de plaire et d'être acceptée. Élise n'éprouvait absolument rien de tout cela. Elle était, avant toute chose, une observatrice implacable. Elle écoutait infiniment plus qu'elle ne parlait, jugeant son environnement et ses contemporains avec une acuité rare. Ses yeux, sombres et insondables, absorbaient la lumière et les ombres du monde avec la précision d'une pellicule photographique hautement sensible. Lorsqu'elle prenait la peine de prendre la parole, sa voix était grave, posée, presque mesurée. C'était la voix singulière de quelqu'un qui a compris, bien trop tôt dans son développement, que les mots possèdent un poids redoutable, une gravité propre, et qu'il convient de les peser avec la plus extrême minutie avant de les offrir à l'oreille de son interlocuteur. Sa simple présence imposait naturellement une forme de respect tranquille. On la sentait toujours en perpétuelle introspection, habitée par une géographie intérieure si riche et si complexe qu'elle rendait le tumulte extérieur parfaitement superflu, voire épuisant. Cette expulsion inattendue, pour la vaste majorité des gens de son âge, aurait résonné comme un effondrement terrifiant, un saut dans un vide vertigineux. Pour Élise, l'événement prit une toute autre dimension. L'enveloppe froide ne représentait pas une fin tragique, mais plutôt un laissez-passer, une autorisation officielle de quitter un monde de faux-semblants pour embrasser sa propre réalité. Le choix instinctif de l'Auvergne ne devait absolument rien au hasard. Son esprit réclamait un lieu à l'image de sa propre âme, vaste, ancien, farouchement ancré dans la terre et infiniment capable de garder des secrets. Le massif du Livradois-Forêt, avec ses brumes matinales paresseusement accrochées aux cimes des grands sapins noirs, l'appelait silencieusement. Ce départ abrupt n'était pas une fuite éperdue, c'était l'amorce d'un véritable pèlerinage vers l'essentiel et l'authentique. Ce sanctuaire de basalte, livré aux caprices des vents et des hivers rugueux, l'attendait au bout d'un chemin que seuls les cœurs vaillants et solitaires peuvent se risquer à emprunter. Et dans les ténèbres protectrices de cette bâtisse figée dans une autre époque, la pierre glacée de l'autel gardait jalousement la mémoire d'une vie antérieure, un héritage insoupçonné. Élise avançait à grands pas vers son propre destin, ignorant encore que le silence majestueux et écrasant de cette forêt ancestrale abritait avec bienveillance la réponse à toutes les questions existentielles qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute. Sa mère avait coutume de dire qu'Élise était venue au monde avec une idée déjà fixe en tête. Cette certitude précoce ne l'avait jamais quittée. Elle avait grandi dans les brumes mélancoliques et les ruelles chargées d'histoire de Lyon, entre les murs étroits d'un modeste appartement qui sentait la cire et le papier usagé. Son père, un ouvrier taiseux aux mains burinées par le labeur, avait été emporté par un accident tragique à l'usine alors qu'elle n'avait que 5 ans.
À partir de ce jour funeste, l'univers d'Élise était réduit à un duo exclusif avec sa mère, Corinne. Secrétaire juridique dans un prestigieux cabinet du centre-ville, Corinne faisait de son mieux, et son mieux surpassait largement ce que l'on pouvait espérer d'une femme brisée par le deuil. Elle tissait un cocon de tendresse autour de sa fille, la préservant de la rudesse d'une existence précaire. Corinne avait très vite compris la nature singulière de son enfant. Elle l'emmenait scrupuleusement à la bibliothèque municipale chaque samedi après-midi, un rituel sacré où Élise dévorait les mots comme d'autres dévorent l'espace. La mère conservait d'ailleurs précieusement un petit carnet dans son sac à main, dans lequel elle consignait avec fierté les phrases étonnamment profondes que sa fille prononçait parfois. Élise fut une écrivaine avant même de savoir formuler son ambition. Elle noircissait des dizaines de cahiers à spirale de poèmes, d'histoires inventées et de descriptions chirurgicales des passants qu'elle observait depuis la vitre embuée de l'autobus. C'était cette petite fille que l'on oubliait dans le coin d'une pièce, qui absorbait chaque détail, chaque respiration, avant de rentrer chez elle pour tout retranscrire avec un crayon taillé à la perfection. Son écriture était minuscule, droite, invariable. Ses doigts portaient continuellement les stigmates bleutés de l'encre, marques indélébiles de son besoin vital de fixer le monde sur le papier. Puis, l'implacable horloge du destin s'était emballée. Élise avait 17 ans lorsque la maladie frappa sa mère. Un mal foudroyant, vicieux, qui ne laissa aucune place à l'espoir. 6 mois, de l'annonce du diagnostic au dernier souffle, Élise abandonna sans l'ombre d'une hésitation son dernier trimestre de lycée pour se transformer en garde-malade dévouée. Elle veillait jour et nuit, lisant à haute voix les romans préférés de Corinne lorsque celle-ci n'avait plus la force de tenir l'ouvrage. Les rôles s'étaient inversés. C'était désormais Élise qui notait fébrilement, dans ses propres carnets, les ultimes pensées de sa mère, cherchant désespérément à retenir une voix qui s'effaçait. Corinne s'éteignit au cœur de l'hiver, laissant Élise dans un silence assourdissant. Il n'y avait aucun autre parent, aucune famille vers qui se tourner. Les grands-parents avaient disparu depuis longtemps, et Corinne n'avait jamais refait sa vie après la mort de son époux. De cette épreuve dévastatrice, de cette perte incommensurable, naquit une âme d'une résilience farouche. L'amour inconditionnel de sa mère et le poids du chagrin forgèrent en elle une solitude magnifique, une force tranquille qui ne craignait plus le vide. Les fondations de la femme qui achèterait plus tard un sanctuaire abandonné venaient d'être coulées dans le deuil et l'encre noire. Au lendemain des funérailles, alors que la terre était encore fraîche sur le cercueil de sa mère, Élise fut transplantée dans un univers d'une asymétrie brutale avec tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Elle fut recueillie par Béatrice, une ancienne collègue de bureau de Corinne, qui coulait désormais une retraite paisible et ordonnée dans un pavillon cossu d'une banlieue résidentielle particulièrement bourgeoise de l'ouest lyonnais. L'arrangement, murmuré du bout des lèvres à la sortie du cimetière entre deux condoléances convenues, se voulait strictement temporaire. Il devait être une simple transition, le temps que la jeune orpheline prenne ses marques et affronte le deuil. Contre toute attente, il s'étira sur 3 longues années. La demeure de Béatrice était un véritable temple dédié à l'ordre absolu, où chaque bibelot possédait une place immuable, où le tic-tac rigide de la grande horloge du salon semblait dicter la cadence des respirations de la maisonnée. Pour Élise, habituée au joyeux désordre des piles de romans et à la poésie réconfortante de la poussière dansant dans les rayons du soleil de son ancienne chambre, cette perfection domestique prit rapidement les contours effrayants d'une cage dorée, aussi sécurisante qu'irrespirable. Béatrice n'était fondamentalement pas une mauvaise âme, ni même une femme cruelle. Elle était simplement l'incarnation parfaite d'une génération et d'un milieu social qui vénérait la prévisibilité. Elle croyait avec une ferveur presque religieuse aux vertus des plannings minutieusement élaborés, aux cuisines cliniques, par-dessus tout, au parcours d'existence parfaitement balisé. Selon ces préceptes inébranlables, une jeune femme digne de ce nom se devait de brandir un plan de carrière solide, d'envisager des études supérieures qualifiantes, ou tout du moins d'afficher une trajectoire clairement définie vers la respectabilité financière. Élise, quant à elle, naviguait à l'instinct dans un océan d'incertitudes qu'elle chérissait secrètement. Elle avait décroché un emploi précaire à temps partiel chez un vieux bouquiniste des ruelles ombragées du Vieux-Lyon, passant ses journées à respirer l'odeur entêtante du papier jauni et des reliures en cuir craquelé. Le reste de son temps, elle le consumait avec acharnement à noircir l'espace immaculé de ses carnets intimes. Elle nourrissait la vague mais tenace ambition de consacrer sa vie à l'écriture. Pour la rationalité glaciale de Béatrice, griffonner des pensées n'était pas un projet de vie. C'était une aspiration chimérique qui n'avait absolument aucune place dans la rude équation de la réalité quotidienne. Ce fossé, à la fois générationnel et profondément idéologique, ne donna pourtant jamais lieu à des éclats de voix ou à des claquements de portes intempestifs. Dans ce monde feutré, le conflit prenait une forme beaucoup plus insidieuse, celle d'une tension sourde, presque palpable, qui s'invitait invariablement chaque soir à l'heure du dîner.
Entre le tintement ponctuel et cristallin découvert en argent sur la porcelaine fine, Béatrice lançait la même question, faussement bienveillante, sur l'avenir de sa jeune protégée. Élise opposait systématiquement à ses assauts, polit une esquive tout aussi courtoise, murmurant de sa voix grave qu'elle réfléchissait encore, qu'elle laissait le temps sculpter son chemin. Alors, inévitablement, venait le soupir. Un soupir lourd, chargé d'une déception condescendante, l'expression d'une femme beaucoup trop éduquée pour formuler un reproche frontal, mais bien trop exaspérée pour dissimuler son intime jugement. Au fil des mois, ce glissement d'air entre les lèvres pincées de Béatrice devant la grammaire principale de leurs échanges, un dialecte muet mais d'une violence inouïe, actant l'incompatibilité absolue et définitive de leurs deux existences. Un matin, à peine 3 jours après avoir célébré son 20e anniversaire, dans une indifférence quasi générale, Élise découvrit l'enveloppe fatidique. Elle reposait sur le parquet verni de sa chambre, glissée sous la porte durant la nuit avec une discrétion de voleur. À l'intérieur, une lettre rédigée sur le papier à en-tête personnel de Béatrice affichait une calligraphie ronde, soignée et parfaitement maîtrisée. Le message était d'une politesse exquise, d'une courtoisie presque létale. Béatrice y expliquait, après ce qu'elle qualifiait pompeusement de mûre réflexion, que leur cohabitation ne portait plus ses fruits. Elle y affirmait, avec une fausse bienveillance glaçante, qu'Élise s'épanouirait bien davantage en volant de ses propres ailes, dans un environnement extérieur où elle pourrait enfin prendre ses propres décisions sans jamais se sentir observée ni jugée. Le couperet tombait avec une précision chirurgicale à la fin du second paragraphe. Elle disposait de 2 semaines, jour, pour faire ses bagages et vider les lieux. La missive se concluait par de chaleureux remerciements pour les années partagées, comme on clôture froidement un banal contrat de travail. Assise sur le bord de son lit, Élise lut la lettre une première fois pour en absorber le sens, puis une seconde fois pour en disséquer la mécanique implacable. Étrangement, il n'y eut aucune larme, aucun tremblement, aucune montée de panique dans sa poitrine. Une acceptation d'une froideur absolue, d'une dignité presque minérale, l'envahit tout entière. Elle plia le papier en 4, le glissa silencieusement à la fin de son carnet de notes en cours, comme un simple chapitre qui s'achève, et descendit à la cuisine avec la régularité d'un métronome. Elle prépara son petit déjeuner en reproduisant les mêmes gestes mesurés que la veille, 2 tranches de pain grillé, un trait de beurre doux. Béatrice, déjà assise face à la grande baie vitrée, feuilletait son journal avec une concentration feinte. Elles partagèrent ce repas dans un silence parfait, ne faisant pas la moindre allusion à la sentence qui venait d'être prononcée quelques heures plus tôt. Lorsque Béatrice, d'une voix neutre et détachée, lui proposa une seconde tasse de café chaud, Élise déclina poliment en soutenant son regard. L'élégance suprême de cette scène résidait dans ce non-dit monumental. Le drame bourgeois tant redouté n'aurait pas lieu. La jeune femme refusait de lui offrir le spectacle de sa vulnérabilité. De retour dans l'intimité protectrice de sa chambre, Élise ouvrit son ordinateur portable. Elle consulta le solde de son compte bancaire avec une lucidité tranchante, 247 €. C'était l'unique fruit de longs mois d'économie réalisés chez le vieux bouquiniste, car son instinct lui soufflait depuis l'hiver que la patience de son hôtesse s'effritait irrémédiablement. Mais pour Élise, il était physiquement inconcevable de gaspiller ce maigre pécule dans la caution d'un studio sordide ou d'une chambre de bonne qu'elle finirait inexorablement par perdre faute de revenus stables. L'idée même d'une location précaire lui donnait la nausée. Elle refusait catégoriquement de se soumettre à nouveau au bon vouloir d'un propriétaire. Elle ressentait un besoin viscéral, presque animal, de possession absolue. Elle voulait un ancrage définitif, un morceau de monde, aussi minuscule et misérable fût-il, qui lui appartiendrait en propre. Une terre d'où personne, jamais, ne pourrait l'expulser sur un simple coup de tête. La résilience la plus féroce balaya instantanément les dernières ombres du désespoir. Elle commença à écumer avec frénésie les sites de vente aux enchères domaniales de l'État, les annonces de terrains agricoles déclassés, les bâtisses en ruine de la France périphérique. Elle cherchait l'improbable, le rejeter, l'oublier. Elle ignorait encore que dans les tréfonds de ces pages numériques austères, une vieille photographie granuleuse l'attendait patiemment pour changer le cours de son existence. Elle passa des heures entières à naviguer dans les méandres numériques des ventes domaniales de l'État. L'écran de son ordinateur faisait défiler une litanie de biens délaissés, rejetés par la société moderne. Des parcelles boisées inaccessibles, des granges effondrées sous le poids des hivers, d'anciennes gares de triage mangées par la roue et l'oubli. La plupart de ces vestiges exigeaient des fonds colossaux qu'elle ne possédait évidemment pas. D'autres dégageaient une atmosphère sinistre qui la faisait frissonner d'effroi. Puis, au détour d'une page administrative d'une austérité glaçante, l'annonce apparut. C'était une chapelle érigée en pierre volcanique noire, nichée au cœur des monts sauvages du Cantal, ce territoire rude aux cratères endormis. La description officielle brillait par sa sécheresse.
édifice d'environ 40 mètres carrés, situé sur une parcelle fortement boisée d'1,5 hectare, accessible uniquement par un sentier pédestre escarpé, sans eau courante ni électricité, frappé d'un arrêté de péril depuis l'année 1974. La mise à prix était fixée à 1 euro. L'annonce précisait, avec une indifférence bureaucratique, que le bien croupissait sur les listes de la préfecture depuis plus de 11 ans, faute du moindre acquéreur. Une unique photographie, granuleuse et passablement délavée, accompagnait le texte. Elle montrait un modeste sanctuaire à peine discernable à travers un épais enchevêtrement de branches décharnées. L'image semblait dater des années 70, comme si le temps lui-même avait renoncé à s'y écouler depuis. Pourtant, Élise fixa ce cliché pendant une éternité. Une force magnétique, quasi mystique, émanait de ces pierres sombres. La bâtisse semblait l'attendre patiemment au milieu des bois, offrant la promesse d'un asile inviolable. Elle sut, avec cette certitude fulgurante qui ne souffre jamais d'aucune hésitation, qu'elle deviendrait la propriétaire de ce lieu. Dès les premières lueurs de l'aube suivante, elle monta à bord d'un car en direction de la préfecture locale du Cantal. Le trajet dura presque 4 heures, traversant des paysages de plus en plus accidentés, des vallées profondes où la brume matinale s'accrochait paresseusement au flanc des sommets. Élise regardait défiler cette nature primitive avec une fascination silencieuse, se nourrissant d'une simple barre de céréales lors d'une interminable correspondance. À son arrivée, elle se dirigea d'un pas déterminé vers les immenses portes du bâtiment gouvernemental, déambulant dans les couloirs froids jusqu'au bureau des sessions immobilières. Au guichet, une greffière d'une 50aine d'années, dont les lunettes de lecture pendaient au bout d'une chaînette argentée, l'accueillait avec un mélange de curiosité et de lassitude. Lorsqu'Élise lui présenta la référence exacte de l'annonce, la femme écarquilla les yeux, passant du registre à la jeune fille avec une incrédulité manifeste. Avec une bienveillance maternelle teintée d'une très vive inquiétude, l'employé tenta fermement de la dissuader. Elle lui dépeignit une réalité brutale. Il ne s'agissait nullement d'une maison, mais d'une ruine isolée du reste du monde. Elle lui expliqua l'absence de chemin carrossable, la toiture probablement percée, et l'humidité tenace qui avait dû ronger les moindres boiseries. C'était, selon elle, une pure folie pour une jeune fille de 20 ans de s'isoler dans une telle précarité, à des kilomètres de la moindre présence humaine. Élise écouta cette mise en garde avec la plus grande attention, son visage demeurant d'une impassibilité absolue. Les avertissements de la greffière se heurtaient à la résonance de la lettre de Béatrice, à cette injonction hypocrite l'incitant à prendre ses propres décisions sans se sentir jugée. Lentement, avec une grâce infinie, Élise plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une unique pièce d'1 euro. Elle la posa délicatement sur le comptoir en formica, produisant un tintement clair qui trancha dans le silence lourd du bureau. D'une voix grave et inébranlable, elle affirma qu'elle mesurait pleinement la rudesse de la tâche qui l'attendait, mais que cette décision lui appartenait en propre. Face à cette résolution minérale, la greffière baissa les armes. Dans un soupir résigné mais empreint d'un profond respect, elle s'empara des formulaires d'acquisition, glissant un murmure presque imperceptible pour lui souhaiter de prendre soin d'elle dans cette immensité sauvage. Élise laissa définitivement derrière elle les dernières bâtisses du village d'altitude, une maigre poignée de maisons au toit de lauze qui semblait s'agripper désespérément à la pente rocheuse. L'asphalte rugueux de la route communale, ultime vestige et cordon ombilical de la modernité, finit par se fissurer, se morceler, avant de disparaître totalement sous un tapis indomptable de terre meuble et de ronces. L'ascension commença véritablement à l'orée d'un bois dense, peuplé d'êtres centenaires et de sapins noirs dont les cimes semblaient percer le ciel bas. Le sentier, abandonné par les hommes depuis des décennies, n'était plus qu'une vague cicatrice serpentant à travers une végétation luxuriante et avide. Chaque pas exigeait désormais un effort physique conscient, une lutte intime et silencieuse contre la déclivité abrupte de la montagne cantalienne. Ses chaussures de marche, alourdies par la boue, s'enfonçaient dans l'humus, broyant les couches successives de feuilles mortes dans un craquement rythmique et sec. Ce son régulier devint très vite la seule et unique bande-son de son existence. L'air s'était considérablement rafraîchi sous la voûte épaisse de la canopée, chargée d'une odeur primitive, presque charnelle, mêlant intimement la tourbe mouillée, les champignons sauvages et la mousse gorgée des pluies récentes. À mesure que la pente se faisait plus cruelle, son souffle se raccourcit et le sang se mit à battre violemment à ses tempes. Pourtant, cette brûlure musculaire naissante n'avait absolument rien d'oppressant. Elle s'apparentait bien au contraire à une forme d'exutoire. Avec chaque goutte de sueur qui perlait sur son front, Élise semblait expulser les toxines de son ancienne vie. Elle évacuait, pas après pas, les soupirs condescendants de Béatrice, la froideur étouffante des banlieues pavillonnaires tirées au cordeau et les injonctions permanentes d'une société qui n'avait jamais su lui faire la moindre place. La nature reprenait ses droits avec une majesté féroce et silencieuse.
Au détour d'un lacet particulièrement serré, le chemin fut entravé par le tronc massif d'un chêne foudroyé qu'elle dut enjamber péniblement, écorchant ses mains contre l'écorce rugueuse. Un peu plus haut, un ruisseau d'eau glaciale et cristalline barrait la voie, simplement enjambé par les restes fantomatiques d'un pont en bois à moitié pourri. Élise testa prudemment la solidité des planches spongieuses du bout de sa botte. Le bois gémit dangereusement sous son poids, menaçant de céder et de l'entraîner dans le courant, mais elle traversa l'obstacle avec la grâce et la concentration absolue d'une funambule. Le murmure chantant de l'eau s'éloigna dans son dos pour laisser place à un silence encore plus vaste, encore plus dense. Elle passa bientôt devant un impressionnant amas de pierres grises moussues, les fondations effondrées d'une ancienne bergerie oubliée de tous, aujourd'hui à demi engloutie par des fougères géantes. Ces ruines anonymes murmuraient l'histoire tragique d'hommes qui, bien avant elle, avaient vainement tenté de dompter cette rudesse pour finalement s'y incliner. L'immersion devenait peu à peu totale, irréversible. Les arbres immenses se resserraient autour d'elle comme une garde d'honneur inflexible, ne laissant filtrer à travers leurs branches qu'une clarté émeraude, presque crépusculaire, qui donnait au sous-bois des allures de nef englouti. Il n'y avait plus le moindre réseau téléphonique depuis des kilomètres, plus de rumeurs lointaines de moteurs, plus de regards réprobateurs pour juger de sa trajectoire. Rien d'autre que le battement lourd et régulier de son propre cœur résonnant dans sa poitrine et l'immensité de cette forêt d'Auvergne qui la jaugeait en silence. Ce périple éreintant n'était pas une simple marche en montagne. C'était une rupture symbolique éclatante, un acte de sécession définitif avec le monde des hommes. En s'enfonçant avec autant de détermination dans les profondeurs de ce territoire hostile et magnifique, la jeune femme ne fuyait pas la civilisation. Elle marchait résolument vers sa propre genèse. La solitude absolue qui l'enveloppait désormais n'avait rien à voir avec la détresse poisseuse de l'isolement urbain. Elle était purificatrice, altière, indomptable. L'inconnu qui s'étendait devant elle ne l'effrayait pas une seule seconde. Il l'appelait, l'attirait inexorablement, avec la force écrasante d'une promesse inébranlable. Le sentier finit par s'adoucir, la pente abrupte cédant progressivement la place à un replat inattendu, comme un répit accordé par la montagne. La pénombre dense et oppressive des grands sapins s'éclaircit soudainement à l'approche d'un bosquet de bouleaux blancs. Leurs troncs élancés, dont l'écorce diaphane se desquamait en longs lambeaux pâles, frissonnaient sous la brise, pareils à de vieux parchemins oubliés sous la pluie. Et puis, au détour de cet écran naturel, la clairière se dévoila. Ce fut une véritable apparition, un instant de grâce absolue qui sembla suspendre instantanément la marche du temps. La forêt s'écartait respectueusement, formant un écrin végétal parfait pour abriter la bâtisse. Le silence qui régnait en ce sanctuaire n'avait absolument rien d'une absence mortifère ou d'un vide angoissant. C'était un silence prodigieusement vivant, dense, tapissé d'une multitude de murmures subtils. Le goutte-à-goutte régulier d'une source invisible glissant sur la roche, le froissement soyeux des feuilles d'automne, et le cri lointain d'une buse tournoyant au-dessus des crêtes. Un silence qui enveloppait la voyageuse comme une étreinte protectrice. Au centre exact de cette respiration forestière se dressait la chapelle. Elle était bien plus modeste que ce que son esprit avait osé concevoir, mais d'une beauté à couper le souffle, d'une splendeur âpre, rugueuse et résiliente. Ses murs trapus étaient intégralement bâtis en pierre volcanique, ce basalte sombre, lourd et poreux qui porte en lui l'âme incandescente de la terre auvergnate. Le temps et l'humidité y avaient délicatement tissé un réseau de lierre tenace et une épaisse parure de mousse émeraude, scellant l'union indissoluble entre l'architecture humaine et la nature souveraine. Le toit, doté d'une inclinaison vertigineuse conçue pour fendre le poids des neiges hivernales, était recouvert de lourdes lauses. Ces épaisses ardoises rustiques, noircies par un demi-siècle de tempête, offraient un contraste saisissant avec la douceur lumineuse du sous-bois. À son sommet, dominant la vallée invisible, trônait une simple croix de bois brut, légèrement penchée sur la gauche par les assauts répétés des vents, témoignant d'une vulnérabilité bouleversante face à l'éternité. Juste au-dessus des lourdes portes à double battant en chêne massif, dont les massifs gonds de fer forgé disparaissaient sous une rouille ancestrale, un vitrail en plein cintre perçait la rudesse de la façade. Bien que terni par des décennies de poussière forestière et voilé de toiles d'araignée, le verre conservait une dignité miraculeuse. Il filtrait la lumière diffuse de cette fin d'après-midi, capturant les rayons obliques du soleil pour les restituer avec majesté sur le seuil en éclats vibrants de bleu cobalt, d'or patiné et d'un rouge grenat profond et palpitant. À côté de l'entrée, un vieux banc de pierre, dangereusement incliné par le gel et le dégel successifs des saisons, patientait inlassablement, recouvert de quelques feuilles mortes comme d'un délicat linceul cuivré. Élise s'immobilisa à la lisière des arbres. Elle resta figée de longues minutes, incapable de formuler la moindre pensée rationnelle, totalement subjuguée par la puissance magnétique du lieu. Ses poumons se remplirent d'un air d'une pureté presque douloureuse. Une vague d'émotion,
qu'elle croyait à jamais tarie depuis le dernier souffle de Corinne, remonta le long de sa colonne vertébrale pour irradier dans chaque fibre de son être. Ce n'était ni un sentiment de triomphe ni un simple soulagement. C'était la sensation vertigineuse et terrassante d'être enfin accueillie. En contemplant ces pierres silencieuses qui semblaient avoir veillé dans l'ombre pendant des décennies dans l'unique but de cette rencontre, Élise comprit avec une lucidité absolue qu'elle ne regardait pas seulement un bâtiment. Elle venait d'être trouvée. Trouvée, non pas par la compassion fragile d'un être humain, mais par l'âme indéfectible d'un lieu immortel. Elle posa ses paumes à plat contre le bois rugueux des lourdes portes en chêne massif. Le contact était glacial, presque rude. Sous la pression déterminée de ses bras minces, les gonds de fer forgé, soudés par des décennies de rouille et d'abandon, laissèrent échapper une longue plainte déchirante. Ce gémissement séculaire, grave et caverneux, résonna dans la clairière comme le premier souffle d'une créature sortant d'une longue léthargie. En franchissant le seuil, Élise pénétra dans un univers en suspension. Le sanctuaire était modeste, une simple nef d'une vingtaine de mètres carrés, mais l'atmosphère qui y régnait possédait une densité quasi physique. L'air y était figé, chargé de cette odeur si particulière et enivrante qui mêle l'humidité de la pierre froide, la poussière ancestrale et le parfum subtil d'un bois ancien qui a traversé les saisons sans jamais pourrir. La lumière tamisée de la fin du jour, filtrée par le vitrail empoussiéré, projetait un balai silencieux de reflets rubis et saphirs sur les dalles inégales du sol en pierre de taille. De part et d'autre de l'allée centrale, 4 rangées de vieux bancs assemblés, dépouillés de tout ornement, semblaient patienter dans la pénombre, témoins muets des innombrables chagrins qu'ils avaient jadis supportés. Élise s'avança lentement vers le cœur de l'édifice, ses pas résonnant avec une clarté absolue dans le silence majestueux de la nef. À chaque pas, le bois fatigué des estrades craquait doucement, comme pour saluer l'arrivée de la nouvelle occupante. Tout au bout, s'imposait l'autel. Il s'agissait d'un bloc monolithique de basalte grisâtre, massif, imposant et d'une austérité absolue. Elle s'arrêta devant lui, déposant délicatement sa main sur sa surface plane et usée. La pierre était glacée, mais elle semblait vibrer sous ses doigts d'une énergie résiduelle. C'est alors que son regard, toujours d'une acuité redoutable, fut attiré par un détail imperceptible pour le commun des mortels. Une anomalie géométrique infime brisait la perfection massive du bloc. À la jonction entre l'épaisse table de pierre qui couronnait l'autel et son socle robuste, courait une fissure rectiligne, une ligne de démarcation d'une précision chirurgicale qui ne devait absolument rien à l'érosion naturelle. La lourde dalle supérieure n'était pas scellée au reste de la structure. Elle n'était que posée, tel un couvercle dissimulant les entrailles de la roche. La respiration d'Élise se suspendit l'espace d'une seconde. Son cœur se mit à cogner avec une violence sourde contre ses côtes. Elle posa ses 2 mains à plat sur le rebord de la lourde dalle, cherchant une prise solide. Poussant d'abord prudemment, elle constata que la pierre refusait de céder. Elle prit alors une grande inspiration, ancra fermement ses bottes de cuir dans les interstices des dalles du sol, et engagea tout le poids de son corps contre le bloc de lave. Ses muscles se tendirent à l'extrême, l'effort lui arrachant un grognement sourd. Soudain, dans un crissement rugueux et strident de roche raclant contre la roche, la dalle bascula millimètre par millimètre. Le son, brut et primitif, déchira le silence sacré de la chapelle. La pierre glissa sur une vingtaine de centimètres, libérant une odeur d'air confiné vieux d'un demi-siècle. Le souffle court, les mains tremblantes d'anticipation, Élise se pencha au-dessus de l'ouverture béante. Au cœur même de l'autel volcanique, parfaitement creusé à même la roche sombre, une cavité rectangulaire secrète venait d'être révélée, attendant patiemment d'être mise au jour. Plongeant ses mains, rendues moites par l'appréhension, à l'intérieur de la cavité rocailleuse, Élise sentit sous ses doigts la surface lisse et froide d'un objet manufacturé. Reposant délicatement sur une fine estrade de bois imputrescible, conçue pour l'isoler de l'humidité séculaire de la pierre volcanique, se trouvait un coffret aux dimensions modestes. Le bois, profondément assombri par les âges, était renforcé de solides cornières en laiton oxydé qui témoignaient de son ancienne robustesse. Elle l'extirpa de son tombeau de basalte en retenant son souffle. L'objet pesait d'un poids inattendu, une densité physique qui semblait contenir bien plus que de simples biens matériels. Elle le déposa avec une révérence presque religieuse sur la surface plane de l'autel. La fermeture était sécurisée par un petit cadenas d'acier, sévèrement rongé par la rouille et condamné par les ravages du temps. Balayant la pénombre de la nef de son regard perçant, la jeune femme avisa, suspendu à un crochet de fer près de l'entrée, un vieux tisonnier noirci, vestige probable d'un ancien poêle disparu depuis bien longtemps. Elle s'en saisit et glissa la pointe effilée sous l'anse du cadenas récalcitrant. D'un mouvement sec et vigoureux, utilisant la barre de métal comme un levier, elle fit céder le mécanisme. Le métal corrodé se brisa net dans un claquement brutal qui ricocha étrangement sous la voûte.
Élise souleva le lourd couvercle. Un parfum exquis et insaisissable, mêlant les effluves de vieux papier, de cire froide et de velours confiné, s'échappa de l'habitacle. L'intérieur était tapissé d'une étoffe sombre qui avait miraculeusement conservé toute sa noblesse. Reposant sur ce lit douillet, se trouvait une liasse de 17 enveloppes épaisses, dont le beau papier parcheminé avait jauni sous le poids des décennies. Chacune d'entre elles était scrupuleusement scellée par un imposant cachet de cire ou sang, frappé du motif austère d'une croix. Sous ces missives, dans un compartiment inférieur, reposaient d'épaisses liasses d'anciens billets de banque, méticuleusement enserrés par de fines cordelettes de coton blanc. À côté de ce trésor de papier se blottissait une petite bourse en cuir brun, patinée par d'innombrables manipulations anonymes. Lorsque les doigts tremblants d'Élise effleurèrent le cuir souple, un cliquetis sourd, métallique et précieux, s'en échappa. Elle en desserra le lacet et versa doucement le contenu au creux de sa paume. 34 pièces d'or massives glissèrent sur sa peau. C'étaient de lourds Napoléons, frappés des effigies d'une France depuis longtemps révolue, dont l'éclat inaltérable refusait de se soumettre à l'obscurité de la chapelle. Pour l'immense majorité des gens, la découverte impromptue de ce butin aurait immanquablement déclenché une vague de jubilation, un vertige grisant face à la perspective d'une soudaine richesse. Mais pour Élise, la valeur marchande de ces pièces dorées s'effaça instantanément, totalement éclipsée par la solennité écrasante de l'instant. Ce n'était pas un héritage vénal tombé du ciel, c'était un fardeau spirituel. Chaque billet ficelé avec amour, chaque pièce d'or précieusement conservée représentait le vestige d'une souffrance intime, une offrande bouleversante laissée dans le secret absolu de cette forêt par des générations de cœurs meurtris. Elle ne venait pas de s'enrichir, elle venait d'être investie d'une responsabilité monumentale. D'un geste d'une infinie douceur, elle délaissa l'or et saisit la première enveloppe de la pile. Sur le papier rugueux, une plume à l'encre noire avait tracé ces simples mots « À la prochaine âme ». S'asseyant lentement sur le premier banc de la nef, elle brisa le sceau d'un nom précis et déplia le message qu'il espérait depuis plus d'un demi-siècle. La lettre, datée d'avril 1971, dévoilait une écriture tremblante mais empreinte d'une solennité absolue. Les mots tracés à l'encre délavée résonnaient dans le silence de la chapelle comme la voix d'un fantôme bienveillant. La signataire se nommait Marguerite. Au fil des lignes, elle confessait l'histoire oubliée de ce sanctuaire de basalte, une genèse née dans les entrailles de la douleur humaine la plus indicible. Tout avait commencé au lendemain de la Grande Guerre, avec un homme que l'on appelait le Père Antoine. Il n'était pas un ecclésiastique au sens conventionnel du terme, mais un ancien poilu, un survivant revenu de l'enfer insensé des tranchées de Verdun en 1918. Son esprit avait été irrémédiablement fracturé par le fracas apocalyptique des obus, par les hurlements continus de l'artillerie et la fureur aveugle des combats. Fuyant un monde dont le bruit lui était devenu physiquement intolérable, Antoine s'était enfoncé dans les profondeurs sylvestres du Livradois-Forêt pour y traquer l'absolu contraire de la guerre, un silence souverain, impénétrable et rédempteur. Il avait édifié cette chapelle de ses propres mains, charriant chaque lourde pierre volcanique avec l'acharnement d'un pénitent, bâtissant ce refuge comme on érige une forteresse infranchissable contre la folie des hommes. Marguerite racontait ensuite sa propre tragédie avec une pudeur qui rendait le récit d'autant plus déchirant. Elle n'était qu'une petite fille à l'aube des années 30 lorsque les eaux sombres et tumultueuses de la rivière Allier avaient tragiquement englouti son jeune frère. Dévastée par un deuil que sa propre famille refusait d'affronter, elle avait fini par trouver le chemin de cette clairière isolée. Elle décrivait avec une émotion poignante comment les murs du Père Antoine l'avaient littéralement sauvée du naufrage. Le vieil homme ne posait jamais la moindre question, ne réclamait aucune confession et n'exigeait aucune prière articulée. Il offrait simplement au cœur meurtri ce qu'il avait de plus précieux, l'espace et le droit de se taire. Marguerite, ainsi que d'autres âmes brisées de la vallée, y venaient inlassablement, s'asseyant sur ces mêmes bancs de chêne pour laisser la pierre millénaire absorber la morsure de leur chagrin. Le dernier paragraphe prenait les allures d'un testament spirituel majestueux. Marguerite y expliquait l'origine du trésor dissimulé dans l'autel. Ces Napoléons d'or et ces billets anciens ne constituaient nullement une fortune personnelle, mais le reliquat des modestes dont laissés par les pèlerins du silence, méticuleusement préservés au fil des décennies. En refermant le compartiment avant de s'éteindre, Marguerite savait que l'édifice finirait par sombrer dans l'oubli. Mais elle savait aussi, avec l'intuition viscérale de ceux qui ont traversé les ténèbres, qu'un jour, une nouvelle âme blessée ressentirait le besoin impérieux de s'y réfugier. La missive s'achevait sur une injonction bouleversante. Elle suppliait la personne tenant ce parchemin de ne pas considérer cet or comme un enrichissement providentiel, mais comme le viatique indispensable à l'accomplissement d'une mission sacrée. Les larmes d'Élise, qu'elle ne chercha pas une seule seconde à retenir, coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle n'était plus cette jeune fille expulsée, jetée à la rue sans aucun repère.
Elle venait d'être adoubée par-delà la mort. Elle devenait la nouvelle gardienne du silence, l'héritière légitime d'un sanctuaire où toutes les peines du monde pourraient continuer à trouver le repos. L'évaluation finale, réalisée avec la plus grande discrétion auprès d'un expert numismate de la région, livra un verdict vertigineux. Entre la valeur historique inestimable des Napoléons d'or et les anciennes coupures, le trésor représentait l'équivalent de près de 60 000 euros. Pour n'importe quelle jeune femme de 20 ans, sans attache ni la moindre ressource, cette somme providentielle aurait signifié l'acquisition immédiate d'un appartement confortable en ville, un passeport définitif pour une vie de plaisir, de légèreté et d'insouciance. Mais pour Élise, cette petite fortune possédait un caractère sacré, pour ne pas dire quasi intouchable. Cet argent ne lui appartenait pas, il n'était nullement le sien. Il revenait de plein droit au père Antoine, à la petite Marguerite, et à toutes ces âmes anonymes et brisées qui avaient autrefois gravi la montagne pour y déposer le fardeau indicible de leur peine. Elle se fit la promesse solennelle de n'en utiliser que le strict nécessaire, et ce, uniquement pour assurer la survie du sanctuaire. En attendant de rendre les lieux viables, elle redescendit dans la vallée et loua une chambre minuscule chez une vieille habitante du bourg, s'imposant chaque matin à l'aube une rude ascension à travers les bois escarpés pour entamer son œuvre de restauration. Son approche fut d'emblée dictée par une humilité absolue. Elle ne souhaitait ni transformer ni moderniser l'espace, mais soigner et préserver son âme. Parfaitement consciente de ses limites face à la rudesse implacable du climat auvergnat, elle engagea un artisan couvreur des environs, un homme rude, taiseux et profondément respectueux, qui accepta de monter son lourd outillage à dos de mule. Pendant plusieurs jours, il consolida la majestueuse toiture en lauze et remplaça avec soin les ardoises brisées, garantissant à l'édifice un siècle supplémentaire de résistance face aux assauts des blizzards. Élise le paya rubis sur l'ongle, puisant avec une extrême parcimonie dans la cassette de bois. De son côté, elle passa des semaines entières agenouillée sur les dalles inégales de basalte, les frottant avec une brosse à poils doux et de l'eau claire tirée à main nue du ruisseau voisin. Elle mettait un point d'honneur à ne jamais effacer la précieuse patine du temps, préservant la mousse incrustée dans les recoins les plus obscurs. Elle nettoya le vitrail centenaire avec une infinie délicatesse, libérant de nouveau la lumière vibrante sans altérer l'atmosphère ombrageuse de la nef. C'est en défrichant un épais bosquet de ronces particulièrement agressives à l'arrière du chœur qu'elle fit une découverte inespérée. Dissimulée sous un épais linceul de lierre sauvage, une minuscule bâtisse en pierre sèche, directement adossée à la colline, attendait patiemment. C'était l'ancien ermitage du père Antoine. L'espace confiné, qui ne mesurait guère plus d'une douzaine de mètres carrés, abritait encore les vestiges d'un âtre noirci par la suie, une table de bois vermoulu et le squelette rouillé d'un lit de camp. Élise comprit avec la fulgurance d'une évidence que sa véritable place se trouvait ici. Elle consacra la fin de l'automne à réhabiliter ce refuge spartiate, colmatant les murs et installant un modeste poêle à bois. Juste avant que les premières neiges ne viennent isoler la montagne du reste des vivants, elle s'y installa définitivement. En allumant sa lampe à huile dans cette solitude écrasante et glaciale, elle ne ressentit aucune peur, seulement l'étreinte d'une liberté enivrante. Elle s'y fondait avec une grâce silencieuse, devenant la gardienne de cette terre oubliée. Le temps, dans cet exil d'altitude perché sur les flancs du volcan endormi, ne s'écoulait pas au rythme frénétique des hommes. Il s'étirait avec la majesté lente et imperturbable des saisons. Au fil des mois, sans qu'aucune indication ne soit jamais gravée sur le bois ou peinte sur la pierre, sans la moindre réclame, la rumeur infime d'un sanctuaire préservé commença à serpenter à travers les vallées. Elle n'emprunta jamais les routes bruyantes de la modernité, mais préféra le murmure feutré de ceux qui souffrent, se transmettant comme un secret précieux. Bientôt, d'imperceptibles craquements de brindilles annoncèrent l'arrivée d'âmes égarées. Des hommes et des femmes au visage creusé par les tempêtes intimes, silencieux et blessés, franchirent avec hésitation le seuil de l'édifice pour venir, tout simplement, s'asseoir dans la pénombre bienveillante. Élise ne leur exigeait absolument rien. Pas un mot, pas un regard, pas même l'aumône d'un merci. Elle ne s'enquérait ni de leur identité, ni de la nature du fardeau invisible qui courbait leur échine. Elle se contentait d'offrir un asile inconditionnel, veillant à ce que les lourdes portes de chêne restent ouvertes aux premières lueurs de l'aube. Tandis que le sanctuaire absorbait silencieusement leur chagrin, elle se tenait en retrait, dans la chaleur âcre et réconfortante de son ermitage de pierre sèche. Là, à la lueur vacillante et dorée de sa lampe à huile, elle noircissait inlassablement ses carnets. Son écriture s'était métamorphosée. Elle capturait désormais la poésie rugueuse du vent s'engouffrant sous les lauses, les variations de la lumière filtrant par le vitrail ancien, et cette communion muette, indiciblement forte, qu'elle partageait avec ses inconnus de passage. C'est dans ce silence magnifié que réside la vérité fondamentale des refuges perdus. Les lieux oubliés ne meurent jamais véritablement. Ils s'endorment,
Ils se fondent docilement dans le paysage qui les a vus naître, acceptant d'être recouverts par la mousse et l'indifférence. Mais sous cette carapace végétale, leur cœur minéral continue de battre. Ils patientent avec une obstination infinie, traversant stoïquement les décennies avec la certitude qu'un beau jour, une âme fracassée par la fureur du monde aura un besoin vital de s'y blottir pour réapprendre à respirer. La boucle était enfin bouclée. La jeune femme de 20 ans, autrefois jetée à la rue avec la plus glaciale des politesses, bannie d'un univers qui ne comprenait rien à sa profondeur, était devenue la clé de voûte majestueuse de cette œuvre éternelle. Elle reliait avec grâce le passé traumatique du père Antoine au présent vacillant de ces voyageurs éphémères. Si ce récit de résilience et de paix retrouvée au cœur des montagnes a su éveiller un écho en vous, s'il a effleuré avec délicatesse une part de votre propre histoire, nous vous invitons avec la plus grande gratitude à vous abonner à notre chaîne. Prenez un instant pour aimer et partager cette vidéo avec celles et ceux qui pourraient avoir besoin de ce souffle de quiétude. Et surtout, accordez-nous le privilège de votre voix. Confiez-nous, dans les commentaires, quel est votre propre sanctuaire? Quel est ce lieu secret, géographique ou intérieur, où vous parvenez encore à embrasser le silence? Nous serions profondément honorés de lire vos confidences.